Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui à la pénurie de souveraineté de l'Union européenne. Semi-conducteurs, métaux rares, batteries, on est en train de voir de manière criante certains manques clairement en termes de production notamment. On va aborder tous ces sujets avec nos invités. On va aussi parler de souveraineté en termes de données. Les GAFA, les géants de la tech qui sont de plus en plus présents évidemment dans les voitures. Là aussi, enjeu de souveraineté, ce sera le fil conducteur de cette émission. En plateau, pour en parler, Claude Cham. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, merci d'être là, président de la FIEV, Fédération des industries pour équipement des véhicules. En studio également Pierrick Drapeau, senior manager chez Deloitte. Bonjour et merci à vous d'être là. Et nous sommes en visio avec deux invités. D'abord, je commence par celui qui est le plus loin, Marc Amblard, du côté de la Silicon Valley. Vous êtes le directeur général d'Orsay Consulting. Merci à vous d'être là, point de vue américain avec vous. Et puis, je suis ravi également d'accueillir Nicolas Meillan, conseiller scientifique du côté de France Stratégie. Merci à vous d'être à nouveau avec nous sur Mobility TV. Donc voilà, pour évoquer tous ces sujets avec un fil conducteur souveraineté, Claude Cham, j'ai envie de commencer avec vous. On parle beaucoup de relocalisation et j'avais noté ce que vous avez dit dans une tribune que j'avais trouvé intéressant. Ce n'est pas forcément la réponse à tout, autant peut-être localiser des industries à valeur ajoutée, c'est-à-dire de pas essayer de perdre un retard qui, a priori, peut être perdu dans certains domaines, mais peut-être justement anticiper pour éviter que ça arrive, et peut-être notamment dans le domaine des semi-conducteurs? Oui, effectivement, je suis beaucoup plus partisan de parler de localisation que de relocalisation. Pourquoi ? Si on s'est expatrié à aller produire à l'étranger, c'est qu'il y a quelques bonnes raisons. Oui. Bon, donc je ne vais pas les reprendre. Elles n'ont pas disparu d'un coup comme ça avec une crise. Il y a quelques bonnes raisons. Donc l'industrie automobile est mondiale et elle restera mondiale. Donc, par ailleurs, il y a des contraintes internes à notre territoire. Je pense à toute la fiscalité, aux impôts, etc., etc. Et donc c'est pour cela que je pense que quand on parle de relocalisation, le terme me semble impropre. Il vaut mieux parler de localisation. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas la possibilité de, mais je pense qu'il vaut mieux parler de localisation, de production à plus forte valeur ajoutée. Maintenant, si on veut relocaliser, il va falloir aussi prendre des mesures pour aider à cette relocalisation. Et est-ce qu'il y a des domaines où on se dit que là, c'est maintenant, il ne faut pas rater un nouveau train? Je crois qu'il y a des virages qu'il ne faut pas rater aujourd'hui sur la mobilité, sur la connectivité, sur les datas. Et personnellement, j'entends beaucoup de choses se dire sur le véhicule électrique, sur le véhicule autonome. Je crois que pour un pays comme la France, je suis plus intéressé à parler de quelque chose de plus global, c'est-à-dire d'un concept de mobilité, à la mesure où ça sera multimodal de mon point de vue, et plutôt que de parler que du véhicule, je préférerais qu'on parle d'un concept plus large, le véhicule étant un élément du concept. L'écosystème qui va... L'écosystème, ce qui, je pense, pour un pays comme la France, serait plus adapté pour parler relocalisation ou localisation. Marc Amblard, vu des États-Unis, ces sujets de souveraineté, il y a l'aspect effectivement des données, les GAFA qui arrivent de plus en plus dans l'automobile, mais tous ces sujets qu'on a évoqués en préambule, les semi-conducteurs, les batteries, c'est de la production locale aux États-Unis. On en parle évidemment. Ce sont des vrais sujets. Je dirais qu'ils ils ont été plus opportunistes aujourd'hui que stratégiques, et c'est en train de changer, je pense. Dans le domaine des semi-conducteurs, par exemple, il y a bien sûr des entités, des entreprises comme Intel et toute une série de startups qui sont très puissantes, une capacité de développement, mais insuffisante en termes de production locale. Dans le domaine de la batterie, clairement, il n'y a pas d'acteurs, de grands acteurs américains. Il y a des capacités de production, mais qui dépendent de Japonais ou d'Asiatiques en général, de Japonais et de Coréens aujourd'hui. Il n'y a pas les initiatives qu'on peut voir en Europe pour démarrer des sociétés de batterie. Et dans le domaine des données, bien sûr, là, il y a une force de frappe énorme avec la volonté de dominer, et en réalité, en fait, aujourd'hui est en effet, voire même d'avoir accès, de maîtriser la donnée, de l'avoir sur le territoire américain, avec bien sûr toutes les réserves qu'il peut y avoir au niveau local. Donc, ce sont les trois domaines, données, batterie
et semi-conducteurs, et des problématiques assez différentes dans les semi-conducteurs. Pour terminer, il y a une initiative au niveau du gouvernement américain aujourd'hui pour remettre la main et développer des capacités pour éviter ce que se passe aujourd'hui avec une part de production probable de cette année d'environ 1,2 million de véhicules sur des 7 millions. Ouais. Donc ça, c'est plutôt stratégique, à court terme. Oui, un voilà, peu tard. c'est ça, il fallait forcément réagir. Pierrick Drapeau, de chez Deloitte, votre spécialité, c'est plutôt effectivement les batteries, la manière dont elles sont fabriquées et ensuite recyclées. Sur ces sujets-là aussi, évidemment, la souveraineté, elle est très présente. Il y a urgence aussi pour l'Europe, pour la France, d'accélérer. Il y a un constat initial qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 de la chaîne de valeur des batteries est en Chine. Donc déjà, ça pose le problème. Et ce dont on se rend compte, si on se focalise en tout cas sur la partie vraiment métaux, et ce qui est assez intéressant, c'est que la Chine n'est pas forcément le premier producteur d'un certain nombre de ces métaux. Si on parle du cobalt ou du lithium, ce n'est pas chez elle que c'est produit. En revanche, les activités de traitement, de raffinage sont effectivement quasiment exclusivement faites en Chine. Ce qui signifie une chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité géologique dans tout ça, que ce sont des choix industriels, c'est de la stratégie industrielle. Et là-dessus, la Chine a une stratégie absolument fabuleuse qui lui a permis de remonter toute la chaîne de valeur, effectivement de la mine en investissant parfois en dehors de chez elle, dans des capacités de traitement en Chine et jusqu'au produit fini, jusqu'à la voiture, en passant bien évidemment par la batterie. Donc c'est ce type effectivement de choses qui se passent à travers le monde et qui forcément positionne aujourd'hui l'Europe, enfin en tout cas place l'Europe dans une position complexe vis-à-vis de cette souveraineté, puisque encore une fois tout est fait, en tout cas en grande partie est fait en Chine. Nicolas Meillan, on parlait justement de stratégie chinoise et pour vous qui êtes conseiller scientifique à France Stratégie, où est-ce qu'on en est de cette stratégie? La stratégie française européenne sur les batteries, elle passe en ce moment, on le voit par des annonces de Gigafactory. C'est une réponse concrète. Alors c'est pas pour tout de suite, mais bon, c'est en train d'arriver. C'est une manière de répondre à ces enjeux de souveraineté? Effectivement, l'Europe se réveille avec un petit peu de retard, puisque aujourd'hui, les constructeurs asiatiques ont pris beaucoup d'avance et ont aujourd'hui un quasi-monopole sur la fabrication de batteries au niveau mondial. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous avez cette initiative, Airbus de la batterie, pour que l'Europe se dote de ses propres moyens de production de batteries, fabrication de ces cellules, mais qui n'enlève pas ce contrôle de la Chine, puisque la Chine contrôle 80% du raffinage du cobalt qui va dans les batteries. Elle aussi, elle possède la moitié des mines de cuivre en République démocratique du Congo, d'où sont extraits le cobalt. Donc l'Europe a encore un véritable sujet sur la maîtrise de cette chaîne d'approvisionnement. Et notamment, on parle beaucoup du recyclage des batteries, mais une étape qui est très importante, c'est le raffinage de ces métaux-là, puisqu'aujourd'hui, on est complètement à la merci des Chinois. Et Claude Cham, sur l'aspect semi-conducteur, là, effectivement, on a l'impression que les batteries, on se rend compte qu'il en faut beaucoup plus, donc on trouve des solutions. Sur les semi-conducteurs, c'est très compliqué aussi. Il y a ce côté monopole avec le taïwanais TSMC. Quelles peuvent être les solutions? J'ai vu que notamment Tesla avait pu essayer de contourner un petit peu ça en changeant un peu son logiciel interne avec différentes pièces pour faire en sorte une agilité qui est peut-être possible pour Tesla. C'est peut-être pas forcément possible pour tout le monde et puis c'est peut-être aussi provisoire. En tout cas, et voilà, comment on arrive à anticiper dès maintenant pour ne pas se retrouver bloqué encore pendant de longs mois? Oui, pour l'instant, à très court terme. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a pas de solution magique, non? Il n'y a pas de solution magique. On va trouver effectivement certaines solutions, je dirais, entre guillemets, de dépannage, dans la mesure où on va faire en sorte d'être un peu moins dépendant, parce que mes estimations personnelles, c'est que jusqu'au dernier trimestre de l'année, il y aura toujours des impacts. Il y aura toujours des impacts. On arrête des usines de constructeurs. Nous, on a des usines qui sont en chômage partiel, technique, etc. Donc, je crois que c'est... Maintenant, il faut regarder, je dirais, une vision à plus long terme. Et quand on regarde ça, c'est que je pense qu'il faut avoir une vision assez globale des problématiques et pas regarder le problème final. Il faut regarder la chaîne de valeur globale. Je vais vous donner un exemple simple qui m'a frappé l'autre jour sur les problèmes de souveraineté. Si vous regardez une carte d'Europe, et en particulier une carte de France, nous sommes un des pays avec les plus grandes façades maritimes du monde, quand on le regarde bien, et en particulier d'Europe. Si vous regardez quel est le classement des 10 premiers ports de porte-containers, où se trouve la France? Nous n'y sommes pas.
alors que nous avons été dans le passé avec Marseille, avec Le Havre, etc. Un pays avec portuaire important. Quand on a un atout comme celui-là, parce que d'une façade maritime et de port, après, on peut faire de la logistique facilement. Donc, quand on reparlera, quand on voudra réexaminer ces problèmes de souveraineté, que ce soit pour les composants, les batteries ou d'autres éléments, il faudra se poser ces mêmes questions. Et quand on va se poser les questions sur la data, où là, on touche de l'immatériel, il va aussi voilà, regarder non pas le petit... Ce que je veux dire, regardons-le pas par le petit bout de la lorgnette. Ouais. Ouvrons l'angle et posons-nous les questions à long terme. Et puis après, essayons de convaincre les différentes parties prenantes, États, industriels, consommateurs, citoyens, pour prendre les bonnes décisions. Bien sûr, et Pierrick Drapeau, c'est une problématique qui se retrouve justement sur cet aspect recyclage aussi des batteries. On parlait des métaux avec Nicolas Meillan, vous l'aviez évoqué un petit peu aussi. C'est donc cette logique-là, comment aussi essayer d'anticiper, de ne pas se retrouver avec une mauvaise surprise dans quelques années quand on aura, je ne sais pas, je vais dire 15 ou 20% des voitures qui seront 100% électriques. Là, on est à 8, ça monte très vite. Donc voilà, comment on fait pour anticiper au mieux? Alors, il y a peut-être déjà un point qu'il faut rappeler, parce qu'on l'oublie parfois, mais les batteries lithium-ion se recyclent. On entend parfois le contraire, mais elles se recyclent, elles se recyclent déjà. En revanche, effectivement, c'est une industrie qui n'a pas vraiment encore décollé, mais tout simplement parce que les volumes ne sont pas là. Oui. Par définition, on recycle que ce qui est arrivé en fin de vie. Et les volumes arriveront plutôt dans la deuxième moitié de la décennie 2020, pas avant 2027-2028. Et on aura les outils, vous pensez qu'on va... On aura les outils, enfin les alliances se mettent déjà en place, les technos sont connus autour de la pyrométallurgie, de l'hydrométallurgie, et toute la question, ça va être de savoir comment on assemble ces briques, qui fait quoi et dans quel pays. Ça ne va pas être une question strictement française, ça va être aussi au niveau européen, comment on assemble toutes ces briques. Donc les choses se mettent en place, il n'y a pas de raison qu'on loupe le coche. Maintenant, là où il faut faire quand même attention, c'est que si on compte sur le recyclage pour répondre à toutes nos problématiques de souveraineté d'approvisionnement, là je pense qu'on se trompe, et ce n'est pas une question de politique, c'est une question mathématique. Là encore, quand vous êtes dans un marché, sur un marché en croissance, par définition, votre besoin actuel est supérieur. À ce qui est arrivé en recyclage. Donc vous pouvez toujours recycler, tendre vers 100%, ce ne sera pas suffisant pour répondre à votre besoin. Donc l'économie circulaire, le recyclage, c'est une partie de la solution, mais il faut continuer à penser à ces questions d'approvisionnement qui vont venir de l'Union européenne, pourquoi pas, mais du secteur minier, et aussi d'en dehors de l'Union européenne. Marc Amblard, peut-être refaire avec vous un petit focus sur la souveraineté des données, les data, avec, on parle effectivement beaucoup des GAFA qui arrivent de plus en plus, soit des partenariats, soit on se rend compte qu'on n'a pas trop le choix quand on est un constructeur, mieux vaut passer des partenariats avec Google, Microsoft et autres plutôt que de se faire dévorer. Qu'est-ce que justement, voilà, du point de vue de ces géants de la tech, vu de la Silicon Valley où vous vous trouvez, l'industrie automobile, c'est une présence obligatoire qui se fait de manière un petit peu logique, là, qui est en train de se faire de manière de plus en plus concrète, j'ai envie de dire, vu de France. Alors, et là commence naturellement par le software qui rentre dans le véhicule. Vous avez Google Automotive Systems qui rentre par exemple chez Renault, mais qui rentre aussi chez d'autres acteurs par le biais de système infotainment, donc système de navigation, accès aux données externes, infotainment essentiellement. Progressivement, je pense que les acteurs vont essayer de rentrer sur un périmètre beaucoup plus large qui peut être le véhicule, l'OS du véhicule. Et bien au-delà encore, certains de ces mêmes acteurs veulent aller sur l'ensemble du véhicule. On a entendu toutes les rumeurs sur Apple, mais on a vu aussi Amazon qui a acquis l'année dernière une société qui s'appelle Zoox, qui a environ 1200 personnes et qui est en train de concevoir un véhicule et qui va lancer sous forme de ride-hailing, de façon Uber. On a aussi de façon d'autres acteurs. Alors on voit aussi l'équivalent en Chine avec des Xiaomi ou des sociétés comme ça qui veulent rentrer dans le véhicule. Mais certainement, la volonté d'aller sur l'ensemble du véhicule comme source de données est un axe essentiel, avec des sociétés qui ont des dizaines, des centaines de milliards de cash mis de côté, donc avec des moyens, une force de frappe et une capacité d'aller sur le software et d'outsourcer le volet développement, production du véhicule, qui va leur permettre de rentrer sur ce marché au détriment des acteurs traditionnels. Donc on rentre par les données et on va ensuite élargir ce périmètre de données et de software en ayant accès à l'ensemble du véhicule. Je pense que c'est une stratégie qui va aller beaucoup plus loin et un peu la manière de Tesla, mais Tesla étant rentré par le véhicule avec un volume un poids software dominant par rapport aux autres acteurs,
sans jouer pour l'instant en tout cas le volet data. Nicolas Meillan, sur cet aspect souveraineté des données, côté français, les constructeurs français n'ont pas beaucoup d'autres choix. On attend peut-être un peu voir ce que va faire PSA, Stellantis, peut-être du côté des États-Unis, mais en tout cas, pas beaucoup d'autres choix que de passer ce type d'accord. Là aussi, l'enjeu de souveraineté, il est présent. Oui, il est présent et c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'on se retrouve avec des chaînes de valeur en règle générale, si on prend un peu de hauteur, qui ont été globalisées, on se retrouve avec des monopoles énormes, que ce soit sur les data, sur les données, sur les semi-conducteurs. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a des chaînes de valeur qui deviennent de plus en plus aussi fragiles. C'est pour ça qu'en ce moment, on a ces pénuries sur les semi-conducteurs. Et la France, depuis longtemps, veut s'organiser, veut lancer ses propres acteurs, son propre Google, son propre Quant, etc. Bruno Le Maire répète tous les 4 matins qu'il veut localiser la production des voitures de demain. Très bien, mais sauf qu'il nous manque un peu des outils aujourd'hui. On n'a pas d'outil qui va faire que le Cademeo va rapatrier la Dacia Spring de Chine en France, la Twingo de Slovénie en France, ou bien même va emprunter la Renault 5 en France. Donc aujourd'hui, ce qui me manque, c'est des outils. Je pense que quelque chose d'intelligent à faire sur lequel tout le monde sera d'accord, tout le monde, ce serait par exemple de conditionner les aides à l'achat au contenu carbone des batteries. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on n'est pas souverain, mais en plus, on subventionne les autres. On subventionne la Chine pour qu'elle fabrique des batteries, puisqu'on lui donne notre bonus à l'achat. On subventionne la Pologne. L'an dernier, c'est quand même 300 millions d'euros qui partent pour fabriquer des batteries au charbon en Chine et en Pologne. Donc je pense qu'il faut un moment se réveiller. On subventionne la France à hauteur de la moitié, 150 millions d'euros. Est-ce que c'est normal? Il faut se réveiller, Claude Cham, vous l'avez déjà un petit peu dit aussi, sur tous ces sujets-là, on retrouve ce fil conducteur, il y a vraiment... Oui, je pense qu'il y a urgence à le faire, et je pense qu'on aurait même dû y penser déjà depuis quelques années, si je puis m'exprimer ainsi. C'est effectivement, le prix du carbone est une solution, il y en a d'autres. Il faut, je pense... subventionner, moi, c'est une chose qui n'est pas quelque chose qui me plaît naturellement par conviction économique, mais de temps en temps, il faut le faire. Ce que je crois, c'est qu'il faut doter le pays des conditions économiques, sociales, juridiques les plus ad hoc par rapport à sa situation propre. Ouais. Et je pense que pour nous, Français, il faut qu'on fasse preuve d'originalité et d'humilité. Dans la mesure où, dans le domaine de la voiture, enfin de l'automobile, la mobilité, il ne faut jamais qu'on oublie qu'aujourd'hui, nous étions une grande puissance de construction automobile. On a été le 2e constructeur automobile en Europe pendant longtemps derrière les Anglais, après derrière les Allemands. Aujourd'hui, regardez comme nous sommes en décroissance depuis de nombreuses années. Mais plus que ça, ce qui me préoccupe, c'est que le potentiel vente, voiture neuve, dont on ne parle pas assez souvent à mon avis, c'est 2 millions de voitures, structurellement, pas plus. Et ça restera 2 millions de voitures, je l'espère. Et j'en suis pas tout à fait sûr, parce que compte tenu du taux d'équipement, et des nouveaux usages avec l'autopartage, c'est peut-être... Admettons que ça reste 2 millions de voitures. Quand on regarde un pays comme la Chine, il faut faire très attention à ne pas donner à ce pays-là toutes les armes pour venir, je dirais, conquérir en plus des parts chez nous. Ouais. Regardez le potentiel de croissance de ce pays dans son marché intérieur. Taux d'équipement, 118 véhicules pour 1000 habitants. Ouais. Nous sommes à plus de 500, les Américains 580, etc. Ouais. Imaginez demain que, sans doubler, ils augmentent, ils absorberont leurs coûts de R&D, etc., sur leur marché domestique, ce qui leur donne une capacité à l'export énorme. Donc je dis, nous, Français, on est petits par rapport à ça. Nous, Européens, on est un peu plus gros, mais on n'est pas énorme non plus. Donc faisons attention en choisissant les technologies. Quand je vois que tout le monde s'en va sur le véhicule électrique à toute force, je me dis, il faut peut-être réfléchir un peu plus et se poser quelques questions, je dirais, qui ne sont pas de la rentabilité ou du prix à court terme. Ouais. C'est difficile parce qu'un industriel, il a à vivre demain matin. Il a assuré la pérennité de sa société tous les jours. Donc il faut peut-être qu'un certain nombre de personnes élèvent un peu le débat et qu'on aille au-delà de la concurrence immédiate pour protéger notre avenir à plus long terme.
C'est compliqué. Oui, C'est pas évident. C'est compliqué. On aura le temps de, Mais d'en je reparler. pense que ça vaut peut-être la peine qu'on le fasse. Il y a matière. Peut-être un mot de conclusion rapide avec vous, Marc Amblard, côté américain, une nouvelle fois. Ces sujets-là, vous l'avez un petit peu évoqué avec Joe Biden et des annonces sur les semi-conducteurs, ce sujet de souveraineté américaine par rapport à la Chine notamment, c'est vraiment des choses qui sont en train d'évoluer aussi. On a beaucoup parlé de ce qui se fait en Europe, de ce qui devrait se faire en France, etc. Aux États-Unis aussi, être moins dépendant, c'est un réel enjeu? Alors, ça l'est de façon assez différenciée. Clairement, ça l'est sur le semi-conducteur de façon assez opportuniste, avec probablement la volonté de réfléchir à long terme. C'est une réaction à court terme sur un événement passager, en tout cas, j'espère passager. Dans le domaine des batteries, il n'y a pas du tout ce type de réflexion. On voit en Europe l'émergence d'acteurs comme Northvolt, comme ACC, comme British Volt et autres. On n'a pas du tout ce type d'initiative ici. Il n'y a pas non plus de réflexion aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment avancée pour qu'elle transparaisse dans les médias et qu'elles entraînent des actions significatives pour faire émerger les acteurs de ce type-là ici. Aujourd'hui, ce que l'on voit au mieux, ce sont des GM ou Ford qui annoncent des initiatives pour participer à des investissements aux batteries, mais sans être eux-mêmes propriétaires des capacités ou des technologies. Ils le font avec un LG ou avec d'autres. Mais on n'a pas des acteurs indépendants qui ont la volonté de développer des technologies et derrière surtout la capacité de production sur le territoire américain et pas d'initiative de ce type-là au niveau fédéral. Donc on est encore, je pense, loin de ce que l'Europe est en train de faire pour mettre en place des initiatives de ce type-là d'indépendance sur la batterie en tout cas. Peut-être un petit mot rapide, parce que le temps passe vite. Pierre-Yves Drapeau, sur l'aspect justement recyclage qu'on a évoqué, il y a des partenariats, Renault et Veolia, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, ce genre de choses qui se mettent en place, c'est aussi important pour, encore une fois, ne pas avoir un train de retard? C'est important et ça montre une chose, c'est que là on parle de métiers qui ne sont pas les métiers traditionnels des constructeurs automobiles. Voilà, c'est ça. Et donc c'est en quelque sorte un déplacement de leur métier historique. Et ils doivent faire ces alliances avec des gestionnaires de déchets, des recycleurs, des chimistes. Et on voit effectivement toutes ces alliances se construire. Je le disais tout à l'heure, probablement pas de recyclage massif avant encore quelques années, peut-être la fin de la décennie, mais en revanche, ces alliances doivent se faire maintenant. Donc, stratégiquement, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut miser sur un certain nombre de technologies. Et puis savoir ce qu'on va en faire au bout. Si je peux juste faire cette précision, quand on recycle, on peut en fait sortir tout un tas de métaux différents en sortie de notre process. Et toute la question, c'est de savoir pour quels usages. Est-ce que c'est des métaux qu'on va réutiliser pour les batteries? Et ça va demander des investissements très particuliers. Ou est-ce que c'est des métaux qui vont trouver des débouchés ailleurs? Donc il y a encore des questions stratégiques qui se posent. Et je pense que ces alliances, justement, nous montrent que ces constructeurs se positionnent plutôt sur de la réincorporation de ces métaux pour gagner en souveraineté dans les batteries. Eh bien, merci à vous quatre, messieurs, pour vos expertises sur ce sujet passionnant de la souveraineté qu'on va forcément à nouveau aborder ici sur Mobility TV. À bientôt. Merci.